Ouais, salut, c'est Cassosef, d'ouvre ton Orly et ta psychiatrie peut-être aussi. Non, mais là, je vais essayer de te continuer le dernier chapitre que je te lirai de ce livre, de la volonté dans la nature d'Arthur Schopenhauer. Le chapitre que je vais te lire aujourd'hui, c'est Physiologie végétale. Physiologie végétale. En ce qui concerne la manifestation de la volonté dans les plantes, les confirmations que j'ai à citer sont essentiellement fournies par des Français, gens qui possèdent une orientation décidément empirique et ne font pas volontiers un pas au-delà des données immédiates. En outre, le rapporteur est Cuvier, qui, en s'en tenant obstinément aux données empiriques, donna sujet à la célèbre controverse entre lui-même et Geoffroy Saint-Hilaire. Nous ne nous étonnerons donc pas de ne pas rencontrer en ce domaine un langage aussi ferme que celui des témoignages allemands précédemment cités, et de voir chaque concession faite avec une prudente réserve. Cuvier dit, Cuvier dit, Cuvier dit dans son histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789 jusqu'à ce jour, volume 1, 1826, page 245, un des points les plus embarrassants de l'économie des végétaux consiste dans certains mouvements en apparence spontanés qu'ils manifestent dans certaines circonstances et qui ressemblent quelquefois si fort à ceux des animaux qui pourraient faire attribuer aux plantes une sorte de sentiment et de volonté, surtout par ceux qui veulent encore voir quelque chose de semblable dans les mouvements intérieurs des viscères animaux. Autre citation de Cuvier, ainsi les cimes des arbres, cherchent toujours la direction verticale, à moins qu'elles ne se courbent vers la lumière. Leurs racines tendent vers la bonne terre et l'humidité, et se détournent pour les trouver, sans qu'aucune influence des causes extérieures puisse expliquer ces directions, si l'on n'admet pas une disposition interne propre à en être affectée et différente de la simple inertie des corps bruts. Monsieur De Candolle a fait sur ce sujet des expériences fort curieuses qui lui ont montré dans les plantes une sorte d'habitude que la lumière artificielle ne parvient à surmonter qu'au bout d'un certain temps. Ainsi, pendant les premiers jours, des plantes enfermées dans une cave et éclairées continuellement par des lampes ne laissaient pas de se fermer quand la nuit venait et de s'ouvrir le matin. Il y a d'autres sortes d'habitudes que les plantes peuvent. Il y a d'autres sortes d'habitudes que les plantes. Il y a d'autres sortes d'habitudes que les plantes peuvent prendre ou perdre. Les fleurs qui se ferment à l'humidité finissent par rester ouvertes quand l'humidité dure trop longtemps. Monsieur Desfontaines ayant mené une sensitive dans une voiture, les chaos la firent d'abord se replier. Elle finit par s'étendre en plein repos. C'est qu'encore ici, la lumière, l'humidité, etc., n'agissent qu'en vertu d'une disposition intérieure particulière qui peut se perdre, s'altérer par l'exercice même de cette action, et que la force vitale des plantes est sujette à des fatigues, à des épuisements, comme celle des animaux. Lady Sarum Girant
est une plante bien singulière par les mouvements qu'elle donne jour et nuit à ses feuilles, sans avoir besoin d'aucune provocation. S'il y a dans le règne végétal quelques phénomènes propres à faire illusion et à rappeler l'idée des mouvements volontaires des animaux, c'est bien celui-là. Messieurs Broussonnet, Sylvestre, Sels et Hall l'ont décrit en détail et ont montré que son activité ne dépend que du bon état de la plante. Au troisième volume de la même œuvre de 1828, page 166, Cuvier dit Monsieur Dutrochet joint des considérations physiologiques prises d'expérience qui lui sont propres et qui prouvent selon lui que les mouvements des végétaux sont spontanés, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un principe intérieur, lequel reçoit immédiatement l'influence des agents du dehors. Toutefois, répugnant à reconnaître de la sensibilité chez les végétaux, M. Dutrochet substitue à ce nom celui de nervi-motilité. Je dois remarquer ici que ce que nous entendons par spontanéité, lorsqu'on y regarde de plus près, débouche à chaque fois sur manifestation de la volonté, dont spontanéité serait alors un simple synonyme. La seule différence, c'est que le concept de spontanéité est puisé dans l'intuition extérieure. La seule différence est que le concept de spontanéité est puisé dans l'intuition extérieure, celui de manifestation de la volonté, dans notre propre conscience. De la puissance de cette spontanéité qui se manifeste également dans les plantes, un exemple mémorable nous est donné par le Shellennam Examiner, que répète le Times du 2 juin 1841. Jeudi dernier, dans une de nos rues les plus populeuses, 3 ou 4 grands champignons ont accompli un exploit d'un tout nouveau genre, en soulevant réellement un gros pavé, tant ils étaient avides d'accéder au monde visible. Dans les mémoires de l'Académie des sciences de l'année 1821, volume 5, paragraphe 1826, Cuvier dit « Depuis des siècles, les botanistes recherchent pourquoi, quand une graine germe, dans quelle position qu'on l'ait placée, la racine descend et la tige monte toujours. On a attribué ces effets à l'humidité, à la lumière, à l'air. Mais aucune de ces causes ne les explique. Monsieur Dutrochet a placé des graines dans des trous percés au fond. Monsieur Dutrochet, a placé des graines dans des trous percés au fond d'un vase rempli de terre humide et suspendu au plafond d'une chambre. Il semblait qu'elle dût pousser la tige en bas. Il n'en fut rien. Les racines descendaient dans l'air et les tiges se prolongeaient dans la terre humide jusqu'à ce qu'elles puissent percer sa surface supérieure. Je le répète parce que c'est important. Dans les mémoires de l'Académie des sciences, et c'était aussi mal expliqué, là, mal lu, pas construit, comme disait Théa. Dans les mémoires de l'Académie des sciences de l'année 1821, volume 5, du paragraphe 1826, Cuvier dit « Depuis des siècles, les botanistes recherchent pourquoi, quand une graine germe, dans quelle position qu'on l'ait placée, la racine descend et la tige monte toujours. On a attribué ces effets à l'humidité, à la lumière, à l'air, mais aucune de ces causes ne les explique. Monsieur Dutrochet a placé des graines dans des trous percés au fond d'un vase rempli de terre humide et suspendu au plafond d'une chambre. Il semblait qu'elle dusse pousser la tige en bas. Il n'en fut rien. Les racines descendaient dans l'air et les tiges se prolongeaient dans la terre humide.
jusqu'à ce qu'elle puisse percer sa surface supérieure. C'est selon Monsieur Dutrochet, par un principe intérieur, que les végétaux se dirigent, et nullement par l'attraction des corps vers lesquels ils se portent. C'est selon Monsieur Dutrochet, par un principe intérieur, que les végétaux se dirigent, et nullement par l'attraction des corps vers lesquels ils se portent. Une graine de gui qu'on faisait germer, attachée à la pointe d'une aiguille parfaitement mobile. Une graine de gui qu'on faisait germer, attachée à la pointe d'une aiguille parfaitement mobile sur un pivot, et à proximité de laquelle on avait mis une petite planche, dirigea bientôt ses racines vers la planche, et là leur fit atteindre en 5 jours, mais sans que l'aiguille sur laquelle il était éprouva le moindre mouvement. Des tiges d'oignons et de poireaux, couchées dans l'obscurité avec leurs bulbes, se redressent, bien que moins vite qu'à la lumière. Elles se redressent même lorsqu'on les couche dans l'eau. Des tiges d'oignons et de poireaux, couchées dans l'obscurité avec leurs bulbes, se redressent, bien que moins vite qu'à la lumière. Elles se redressent même lorsqu'on les couche dans l'eau, ce qui prouve bien que c'est ni l'air ni l'humidité qui leur impriment cette direction. C.H. Schultz, dans son mémoire couronné en 1839 par l'Académie des sciences sur la circulation dans les plantes, dit cependant qu'il a fait germer des graines dans une boîte obscure, percée de trous en bas, et qu'à l'aide d'un miroir placé sous la caisse et réfléchissant la lumière solaire, il avait réussi à faire pousser les plantes dans le sens opposé, la couronne en bas, la racine en haut. Dans le dictionnaire des sciences naturelles, article animal, on lit si les animaux montrent des désirs dans la recherche de leur nourriture et du discernement dans le choix qu'ils en font, on voit les racines des plantes se diriger du côté où la terre est plus abondante en sucre, chercher dans les rochers les moindres fentes où il peut y avoir un peu de nourriture. Leurs feuilles et leurs branches se dirigent soigneusement du côté où elles trouvent le plus d'air et de lumière. Si on ploie une branche la tête en bas, ces feuilles vont jusqu'à tordre leur pellicule pour se retrouver dans la situation la plus favorable à l'exercice de leur fonction. Est-on sûr que ça ait lieu sans conscience ? Je répète, dans le dictionnaire des sciences naturelles, article animal, on lit « Si les animaux montrent des désirs dans la recherche de leur nourriture et du discernement dans le choix qu'ils en font, on voit les racines des plantes se diriger du côté où la terre est plus abondante en sucre, chercher dans les rochers les moindres fentes où il peut y avoir un peu de nourriture. Leurs feuilles et leurs branches se dirigent soigneusement du côté où elles trouvent le plus d'air et de lumière. Si on ploie une branche la tête en bas, ces feuilles vont jusqu'à tordre leur pédicule pour se retrouver dans la situation la plus favorable à l'exercice de leur fonction. Est-on sûr que cela ait lieu sans conscience ? Meyen, F.I.F. Meyen, qui au 3e volume de son nouveau système de la physiologie des plantes, 1839, a consacré à l'objet de notre propos un chapitre très détaillé intitulé Des mouvements et de la sensibilité des plantes, écrit à la page 585. Il n'est pas rare de voir des pommes de terre placées dans des caves profondes et sombres produire avec la venue de l'été des pédoncules qui se tournent toujours vers les ouvertures à travers lesquelles la lumière tombe dans la cave et s'étire jusqu'à atteindre l'endroit directement éclairé. On a pu observer aussi des pédoncules de 20 pieds de long.
alors que la plante, même dans les circonstances les plus favorables, ne donne que des tiges de 2 ou 3 pieds. Il est intéressant d'examiner exactement le chemin pris par le germe d'une pomme de terre qui pousse ainsi dans le noir pour atteindre enfin la lumière. Le germe essaie de se rapprocher de la lumière par le plus court chemin, mais comme il n'est pas suffisamment ferme pour pousser au travers de l'air sans appui, mais comme il n'est pas suffisamment ferme pour pousser au travers de l'air sans appui, il retombe à terre et rampe de cette façon jusqu'à la prochaine paroi, à laquelle il monte ensuite. Ce botaniste se trouve, lui aussi, amené par ses constatations à ce jugement. Si nous considérons ce botaniste se trouve lui aussi amené par ses constatations à ce jugement. Si nous considérons les libres mouvements des oscillaires et d'autres plantes inférieures, il ne nous reste qu'à reconnaître à ces créatures une manière de volonté. Une preuve nette de la manifestation de la volonté dans les plantes nous est fournie par les plantes grimpantes, qui, lorsqu'elles ne trouvent pas autour d'elles un support auquel elles puissent s'accrocher, leur recherche en poussant toujours vers l'endroit le plus ombreux, même avec un morceau de papier d'une couleur sombre où qu'on le place. Par contre, elles fuient le vert, parce qu'il brille. Nous devons de jolies expériences sur ce sujet, en particulier avec l'Ampelopsis quinquefolia à Andrew Knight dans la Philos Transact de 1812, qui se trouve traduite dans la Bibliothèque britannique, section Sciences et Arts, volume 52, bien qu'il soit porté de son côté à expliquer la chose mécaniquement, et ne veuille pas admettre qu'il s'agit là d'une manifestation de volonté. Je me réclame de ses expériences et non de son jugement. Il s'agissait de placer plusieurs plantes grimpantes sans tuteur en cercle autour d'un tronc et de voir si tout allait ramper de façon centripète. Il s'agissait de placer plusieurs plantes grimpantes sans tuteur en cercle autour d'un tronc et de voir si tout allait ramper de façon centripète. Sur ce sujet, Dutrochet a présenté le 6 novembre 1843 à l'Académie des sciences un article intitulé « Sur les mouvements révolutifs spontanés chez les végétaux » et sur les mouvements révolutifs spontanés chez les végétaux, et qui, nonobstant sa grande prolixité, vaut vraiment la peine d'être lu et se trouve imprimé dans le compte-rendu des séances de l'Académie des sciences, fascicule de novembre 1843. Le résultat est que le Pissum sativum, pois vert, le Brugonia alba et le Cucumis sativus, concombre, les vrilles foliaires décrivent dans l'air un mouvement circulaire très lent, lequel, selon la température, accomplit en 1 à 3 heures une ellipse et grâce auquel il recherche au hasard les corps solides. Lorsqu'ils en rencontrent, la vrille s'enroule autour d'eux, porte la plante, qui ne peut se tenir par ses propres moyens. Ces plantes font donc, mais plus lentement, ce que font ces chenilles aveugles, qui, avec le haut du corps, décrivent des cercles dans l'air en cherchant une feuille. Ces plantes font donc, mais plus lentement, ce que font ces chenilles aveugles, qui, avec le haut du corps, décrivent des cercles dans l'air en cherchant une feuille. Dutrochet apporte également des précisions sur d'autres mouvements des plantes.
Par exemple, le Stylidium graminifolium en Nouvelle-Hollande possède au milieu de la corolle une colonne qui porte les anthères et le stigmate et qui se courbe et se redresse tour à tour. Cela rejoint les observations rapportées par Treviranus dans son livre Les manifestations et les lois de la vie organique, volume 1, page 173. C'est ainsi que chez la Parnassia palustris et la Ruta gravelens, les étamines se penchent l'une après l'autre et par couple chez la Saxifraga tridactyles vers le stigmate et se redressent ensuite dans le même ordre. Mais sur ce sujet, on lit dans le même ouvrage, un peu avant le passage que je viens de citer, les mouvements des plantes les plus généraux, qui semblent être volontaires, sont l'attirance des branches et de la face supérieure des feuilles vers la lumière et la chaleur humide, et l'enroulement des plantes grimpantes autour d'un tuteur. C'est essentiellement dans ce deuxième phénomène que se manifeste quelque chose de semblable au mouvement des animaux. Certes, lorsqu'elle est livrée à elle-même, la plante grimpante décrit dans sa croissance des cercles avec la pointe de ses branches et atteint, grâce à ce procédé, un objet placé à proximité. Mais ce n'est pas une simple cause mécanique qui l'amène à adapter sa croissance à la forme de l'objet auquel elle s'accroche. La cuscuta ne s'enroule pas autour de n'importe quel tuteur. Elle fuit les parties animales, les végétaux morts, les métaux et toute autre matière inorganique. Elle choisit uniquement des plantes vivantes, et encore non sans discernement. Par exemple, elle ne s'enroule pas autour des mousses, mais recherche les plantes dont elle peut, grâce à ses papilles, tirer la nourriture qui lui convient, et ces plantes l'attirent déjà à une certaine distance. Mais la chose est confirmée particulièrement par l'observation spéciale suivante, rapportée dans le Farmers Magazine, et répétée sous le titre Vegetable Instinct dans le Times du 13 juillet 1848. Si on place une jatte pleine d'eau à côté de la tige d'une jeune citrouille, ou des grands pois de jardin à une distance de 6 pouces maximum, la tige s'en approchera au cours de la nuit et on trouvera au matin une de ses feuilles baignant dans l'eau. On peut renouveler cette expérience toutes les nuits jusqu'au moment de la naissance du fruit. Si l'on plante un bâton à une distance maximum de 6 pouces, il fait chaud les amis. Ça, je vous jure que là, ça devient insurmontable. Ça devient un truc de surhomme, là, ça devient de l'Ubermensch que de supporter cette chaleur, les femmes. Donc on peut renouveler cette expérience toutes les nuits jusqu'au moment de la naissance du fruit. On recommence. Si l'on place une jatte pleine d'eau, si l'on place une jatte pleine d'eau à côté de la tige d'une jeune citrouille ou des grands pois de jardin à une distance de 6 pouces maximum, la tige s'en approchera au cours de la nuit et on trouvera au matin une de ses feuilles baignant dans l'eau. On peut renouveler cette expérience toutes les nuits jusqu'au moment de la naissance du fruit. Si l'on plante un bâton à une distance maximum de 6 pouces d'un jeune convolvulus, ce dernier le trouvera, même si tous les jours on change le bâton de place. Si lorsqu'il s'est enroulé assez haut autour du bâton, on le détache, et si on l'enroule en sens inverse, il reviendra dans sa position primitive, ou périra en essayant de le faire. Toutefois, si deux de ces plantes, en l'absence d'un bâton autour duquel elles puissent s'enrouler, poussent à proximité l'une de l'autre, l'une d'elles modifiera le sens de sa spirale et elles s'enrouleront l'une autour de l'autre. Duhamel plaça quelques haricots dans un cylindre rempli de terre humide. Ils ne tardèrent pas à germer, et naturellement portèrent leurs gémules vers la lumière et enfoncèrent leurs radicules dans le sol.
Quelques jours après, il fit effectuer au cylindre un quart de tour et répéta l'opération, jusqu'à ce que le cylindre accomplit un tour complet. Il arracha alors les haricots et constata que chacun des deux éléments, plumula et radicula, s'était courbé à chaque rotation pour s'y adapter, l'un s'efforçant de monter à la verticale, l'autre de descendre, et avait formé ainsi une spirale parfaite. Mais bien que la tendance naturelle des racines soit d'aller vers le bas, elles monteront lorsque le sol en bas est sec et qu'une substance humide se trouve vers le haut, afin d'atteindre cette dernière. Tu vois? Mais bien que la tendance naturelle des racines soit d'aller vers le bas, elles monteront lorsque le sol en bas est sec et qu'une substance humide se trouve vers le haut, afin d'atteindre cette dernière. Dans les notes de Froid-Yep, année 1833, numéro 832, se trouve un bref article sur la locomotivité des plantes. On en voit qui, poussant dans une mauvaise terre proche de la bonne, plonge une ramification dans cette dernière. Et par la suite, la plante originelle se dessèche, mais la ramification prospère et constitue la plante nouvelle. C'est grâce à ce procédé qu'une plante est parvenue à descendre d'un mur. Dans la même revue, année 1835, on rencontre la traduction d'une communication du professeur d'Aubeny d'Oxford, qui, grâce à de nouvelles expériences très minutieuses, confirme avec certitude que les racines des plantes, au moins jusqu'à un certain degré, ont la capacité de faire un choix parmi les substances du sol. Je ne saurais enfin manquer de souligner que déjà Platon attribue aux plantes des désirs, donc de la volonté. Mais j'ai parlé des théories des anciens sur ce sujet dans mon ouvrage principal, volume 2, chapitre 23, chapitre qui a utilisé comme complément de celui-ci. Les mêmes, si vous avez tenu jusqu'ici, vous me supporterez le bruit du ventilo, qui fait chier un peu les vidéos quand il y a, mais là ça devient trop dur, ça devient trop hot, les mecs, ça devient trop hot les auditeurs, les potes qui m'écoutent sur YouTube, là, tous les points de potes. Les en fait 172 abonnés les frérots. Bon, on arrête de déconner, donc on arrête le ventilo. L'hésitation et la réserve avec lesquelles les écrivains cités arrivent à reconnaître aux plantes une volonté, qui pourtant se manifeste bien empiriquement, viennent du fait qu'eux aussi sont prisonniers de la vieille croyance selon laquelle la conscience est la condition nécessaire de la volonté. Or les plantes n'en ont manifestement pas. Que la volonté soit le facteur primaire et par conséquent indépendant de la connaissance, élément secondaire avec lequel seulement apparaît la conscience, cela ne leur est pas venu à l'idée. La connaissance ou représentation, les plantes n'en ont que l'équivalent, l'analogue. Mais pour ce qui est de la volonté, elles l'ont réellement et de façon directe. Car elle est, en tant que chose en soi, le substrat de leur phénomène, comme de tout phénomène. On peut dire aussi, en procédant de façon réaliste, c'est-à-dire en partant du domaine objectif, ce qui vit et agit dans la nature végétale et l'organisme animal, lorsque dans l'échelle des êtres, il s'est élevé peu à peu au point que la lumière de la connaissance éclaire directement, se manifeste comme volonté dans la conscience désormais éveillée. On peut dire aussi en procédant de façon réaliste, c'est-à-dire en partant du domaine objectif.
Deux points. Ce qui vit et agit dans la nature végétale et l'organisme animal, lorsque dans l'échelle des êtres il s'est élevé peu à peu au point que la lumière de la connaissance l'éclaire directement, se manifeste comme volonté dans la conscience désormais éveillée, il se trouve reconnu plus directement, donc mieux que partout ailleurs. Et cette connaissance doit donner la clé qui permet de comprendre tout ce qui est situé en dessous. Vous voulez qu'on répète parce que moi j'ai pas capté. Et pour ce qui est de la volonté, elles ont réellement et de façon directe, car elle est en tant que chose le substrat de leur phénomène, comme de tout phénomène. On peut dire aussi en procédant de façon réaliste, c'est-à-dire en partant du domaine objectif, ce qui vit et agit dans la nature végétale et l'organisme animal. Lorsque dans l'échelle des êtres, il s'est élevé peu à peu au point que la lumière de la connaissance l'éclaire directement, se manifeste comme volonté dans la conscience désormais éveillée, et se trouve reconnu plus directement, donc mieux que partout ailleurs. Et cette connaissance doit donner la clé qui permet de comprendre tout ce qui est situé en dessous. Car en elle, la chose en soi, qui n'est plus voilée par d'autres formes que celle exclusivement de la perception la plus immédiate, car en elle, la chose en soi n'est plus voilée par d'autres formes que celle exclusivement de la perception la plus immédiate. Car en elle, la chose en soi n'est plus voilée par d'autres formes que celle exclusivement de la perception la plus immédiate. C'est cette perception immédiate de son propre vouloir que l'on a dénommé le sens interne. En soi, la volonté est dénuée d'aperception et le demeure dans le monde minéral et végétal. De même que le monde, malgré le soleil, resterait plongé dans les ténèbres, de même que le monde, malgré le soleil, resterait plongé dans les ténèbres s'il n'y avait pas d'objet pour réfléchir la lumière, ou qu'une corde a besoin de l'air et même d'une quelconque table d'harmonie pour produire un son. De même, la volonté ne prend conscience d'elle-même que par l'intervention de la connaissance. La connaissance est pour ainsi dire la table d'harmonie de la volonté, et le son qu'elle produit est la conscience. On a attribué au sens intérieur cette prise de conscience de soi de la volonté, parce qu'elle est notre connaissance première et immédiate. L'objet de ce sens intérieur ne peut être que les différents mouvements de notre propre volonté. Car la représentation ne peut être perçue à son tour, mais tout au plus parvenir à la conscience seulement dans la réflexion rationnelle, cette puissance de la représentation, donc, in abstracto. C'est pourquoi la simple représentation, intuition, est à la pensée effective, c'est-à-dire à la connaissance par concept abstrait, ce que le vouloir en soi est à la perception de son vouloir. On recommence. C'est pourquoi la simple représentation, intuition, est à la pensée effective, c'est-à-dire à la connaissance par concept abstrait, ce que le vouloir en soi est à la perception de ce vouloir, c'est-à-dire la conscience. J'ai pas capté, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, il manquait une phrase. Je croyais qu'il y avait un point. Alors on recommence. Allez. L'objet de ce sens intérieur ne peut être que les différents mouvements de notre propre volonté. Car la représentation ne peut être perçue à son tour, mais tout au plus parvenir à la conscience seulement dans la réflexion rationnelle, cette puissance 2 de la représentation, donc in abstracto. C'est pourquoi la représentation, intuition, est la pensée effective, c'est-à-dire à la connaissance par concept abstrait. Ce que le vouloir en soi est à la perception de ce vouloir, c'est-à-dire la conscience. Ainsi, la conscience, totalement claire et nette de notre existence propre, comme de celle des autres, n'intervient qu'avec la raison, le pouvoir des concepts, laquelle élève l'homme au-dessus de l'animal, autant que le simple vouloir de représentation intuitive élève celui-ci au-dessus de la plante.
Comme cette dernière n'est point douée de représentation, comme cette dernière n'est point douée de représentation, nous le qualifions de l'inconscient et nous pensons qu'il est peu différent du non-être, puisqu'il n'a son existence que dans une conscience étrangère dont il a la représentation. Cependant, ce n'est pas le facteur primaire de l'existence, la volonté, qui lui manque, mais uniquement le facteur secondaire. Mais sans ce dernier, le facteur primaire, qui est pourtant l'existence même de la chose en soi, nous semble rejoindre le néant. Nous ne savons pas distinguer immédiatement de façon claire une existence inconsciente de la non-existence. Bien que notre propre expérience nous l'indique dans le phénomène du profond sommeil. Nous ne savons pas distinguer immédiatement de façon claire une existence inconsciente de la non-existence, bien que notre propre expérience nous l'indique dans le phénomène du profond sommeil. Rappelons-nous, d'après la section précédente, que chez les animaux, le pouvoir de connaissance, comme tout autre organe, n'est apparu que pour aider à leur survie et se trouve donc dans un rapport étroit au degré infiniment varié avec les besoins de chaque espèce animale. Nous comprendrons alors que la plante, ayant beaucoup moins de besoins que l'animal, finit par ne plus nécessiter de connaissance. C'est justement pourquoi je l'ai dit souvent, la connaissance. C'est justement pourquoi je l'ai dit souvent, la connaissance qui conditionne la réaction à des motifs et le caractère véritable de l'animalité, celui qui définit ses frontières essentielles. Là où elle cesse, la connaissance proprement dite disparaît, dont la nature nous est si bien connue grâce à notre propre expérience, et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus nous figurer que par analogie le facteur qui rend possible l'influence du monde extérieur sur le mouvement des êtres. Je recommence, c'est justement pourquoi, comme je l'ai dit souvent, la connaissance, c'est justement pourquoi je l'ai dit souvent, la connaissance qui conditionne la réaction à des motifs. Et le caractère véritable de l'animalité, celui qui définit ses frontières essentielles. Là où elle cesse, la connaissance proprement dite disparaît, dont la nature nous est si bien connue grâce à notre propre expérience. Et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus nous figurer que par analogie le facteur qui rend possible l'influence du monde extérieur sur le mouvement des êtres. Par contre, la volonté que nous avons reconnue comme étant la base et le noyau de chaque créature demeure partout et toujours une et identique à elle-même. Au degré inférieur, qui est celui de l'univers végétal, comme de la vie végétative dans l'organisme animal, c'est l'excitation et finalement, dans le monde inorganique, l'action physique pure et simple qui viennent remplacer la connaissance comme facteur déterminant des différentes manifestations de cette volonté omniprésente et comme intermédiaire entre le monde extérieur et les transformations de l'être, et qui apparaissent lorsque, comme ici, on examine les choses en allant du haut vers le bas, comme un équivalent de la connaissance, et donc comme un élément qui lui est simplement analogue. Nous ne pouvons pas dire que les plantes perçoivent effectivement la lumière et le soleil, mais nous voyons qu'elles en éprouvent différemment la présence ou l'absence. Nous ne pouvons pas dire que les plantes perçoivent effectivement la lumière et le soleil, mais nous voyons qu'elles en éprouvent différemment la présence ou l'absence, qu'elles se penchent ou se tournent vers eux, et même si la plupart du temps ce mouvement coïncide avec celui de leur croissance, comme la rotation de la Lune avec sa révolution, il n'en est pas moins présent que cette dernière et la direction de cette croissance est déterminée et modifiée méthodiquement par la lumière comme une action l'est par un motif. Il en va de même chez les plantes grimpantes. Qui donnent des vrilles par rapport à leur tuteur,
à sa forme et à l'endroit où il se trouve. Si donc la plante a des besoins qui ne soient pas de ceux qui nécessitent la dépense d'un appareil sensoriel et d'un intellect, il faut que ces derniers soient remplacés par quelque chose d'analogue pour mettre la volonté en mesure de saisir au moins la satisfaction qui s'offre à elle, sinon de la rechercher. C'est la sensibilité à l'excitation, dont j'exprimerai la différence avec la connaissance de la façon suivante. Dans la connaissance, le motif qui se manifeste comme représentation et l'acte de volonté qui lui fait suite restent clairement séparés, et ce d'autant plus que l'intellect est plus parfait. Par contre, dans la simple sensibilité à l'excitation, le fait de ressentir cette excitation ne peut plus être séparé du vouloir qu'elle détermine, et ils se confondent. Enfin, dans la nature inorganique, la sensibilité à l'excitation cesse elle aussi, dont l'analogie avec la connaissance est incontestable. Il reste cependant une différence de réaction de chaque corps répondant à la différence des effets qu'il subit. Il reste cependant une différence de réaction de chaque corps dans le monde inorganique, répondant à la différence des effets qu'il subit. Il reste cependant une différence de réaction de chaque corps répondant à la différence des effets qu'il subit. Cette différence apparaît dans le processus descendant de notre examen, là aussi comme l'équivalent de la connaissance. Si le corps réagit de façon différente, l'effet qu'il subit doit également être différent et déterminer une affection qui, bien qu'elle soit très émoussée, ne regarde pas moins une analogie lointaine avec la connaissance. Si donc par exemple de l'eau enfermée quelque part finit par trouver une issue où elle se précipite avidement et en tumulte, on ne peut évidemment dire qu'elle la connaisse, pas plus que l'acide ne connaît l'alcali qu'on lui jette, délaissant le métal, ou que le bout de papier ne connaît l'ambre électrolysé qui l'attire. Mais il nous faut pourtant reconnaître ce qui, dans tous les corps, détermine des transformations aussi subites, doit posséder. Il nous faut pourtant reconnaître que ce qui, dans tous les corps, détermine des transformations aussi subites, doit posséder encore une analogie avec ce qui se passe en nous quand se présente un motif inattendu. Il nous faut pourtant reconnaître que ce qui dans tous les corps détermine des transformations aussi subites doit posséder encore une analogie avec ce qui se passe en nous quand se présente un motif inattendu. Des considérations de ce genre m'ont précédemment servi à démontrer la présence de la volonté dans toute chose. Mais maintenant, je m'en sers pour montrer à quelle sphère appartient la connaissance, lorsqu'on ne la considère pas de l'intérieur. Ce qu'on fait d'habitude, mais de façon réaliste. Des considérations de ce genre m'ont précédemment servi à démontrer la présence de la volonté dans toute chose. Mais maintenant, je m'en sers pour montrer à quelle sphère appartient la connaissance, lorsqu'on ne la considère pas de l'intérieur, ce qu'on fait d'habitude, mais de façon réaliste, d'un point de vue situé en dehors d'elle, comme quelque chose d'étranger, c'est-à-dire du point de vue objectif, qui est d'une importance capitale pour compléter le point de vue subjectif. Nous voyons alors qu'elle apparaît comme le médium des motifs, c'est-à-dire de la causalité, pour les êtres doués de connaissance. Nous voyons alors que la connaissance apparaît comme le médium des motifs, c'est-à-dire de la causalité, pour les êtres doués de connaissance. Autrement dit, ce qui reçoit la transformation de l'extérieur, à laquelle doit faire suite la transformation intérieure. Elle est l'intermédiaire entre les deux. C'est sur cette ligne mince,
C'est sur cette ligne mince que flotte le monde comme représentation, c'est-à-dire tout ce monde des objets étalés dans l'espace et le temps, qui en tant que tel ne saurait exister ailleurs que dans un cerveau. Aussi peu que les rêves en tant que tels existent pour le temps de leur durée. Ce que fait pour l'animal et pour l'homme la connaissance, comme médium des motifs, la sensibilité à l'excitation, ce que fait pour l'animal et pour l'homme la connaissance comme médium des motifs, la sensibilité à l'excitation le fait pour les plantes. Et dans le monde inorganique, la sensibilité aux causes de toutes sortes. Stricto sensu, tout cela ne présente qu'une différence de degré. Chez l'animal, en fonction de ses besoins, la sensibilité aux impressions extérieures s'est accrue au point de nécessiter pour son usage un système nerveux et un cerveau. C'est uniquement pour cela qu'apparaît la conscience, comme fonction de ce cerveau, et en elle le monde objectif, dont les formes, espace, temps, causalité, constituent la manière selon laquelle cette fonction est accomplie. Nous trouvons donc, à l'origine, la connaissance calculée pour le domaine subjectif, destinée uniquement au service de la volonté, et en conséquence de nature tout à fait secondaire et subordonnée, pour ne pas dire qu'elle apparaît en quelque sorte seulement par accident, comme condition de l'action de simples motifs qui remplacent les excitations, action devenue nécessaire au niveau de l'animalité. L'image du monde dans l'espace et le temps qui se présente alors n'est que le plan sur lequel les motifs se manifestent comme fin. Elle conditionne également la relation spatiale et causale réciproque des objets ainsi perçus. L'image du monde, il fait chaud, je vous jure. L'image du monde dans l'espace et le temps qui se présente. L'image du monde dans l'espace et le temps qui se présente alors n'est que le plan sur lequel les motifs se manifestent comme fin. Elle conditionne également la relation spatiale et causale réciproque des objets ainsi perçus, mais n'est toutefois que l'intermédiaire entre le motif et l'acte de volonté. Et si cette image du monde, qui apparaît ainsi, accidentellement dans l'intellect, c'est-à-dire la fonction cérébrale des animaux, lorsque les moyens nécessaires à leur fin se présentent à eux, et que grâce à cette lumière, ils aperçoivent clairement leur chemin sur leur planète. Si cette image, dis-je, ce pur phénomène cérébral, était l'essence dernière et véritable des choses, choses en soi, si l'enchaînement de ces parties était l'ordre absolu du monde, relation des choses en soi, et si tout cela existait aussi indépendamment du cerveau, quel saut nous aurions accompli si nous admettions cela? Et si cette image du monde, je répète, qui apparaît ainsi accidentellement dans l'intellect, c'est-à-dire la fonction cérébrale des êtres animaux, lorsque les moyens nécessaires à leur fin se présentent à eux, et que grâce à cette lumière, ils aperçoivent clairement leur chemin sur leur planète, si cette image, dis-je, ce pur phénomène cérébral était l'essence dernière et véritable des choses, choses en soi, si l'enchaînement de ces parties était l'ordre absolu du monde, relation des choses en soi, et si tout cela existait aussi indépendamment du cerveau, quel saut nous aurions accompli si nous admettions cela? Voilà une hypothèse qui nous apparaît nécessairement ici comme irréfléchie et téméraire, au plus haut point en fait. Et pourtant, elle est le bien fond sur lequel furent bâtis tous les systèmes du dogmatisme prékantien, où elle constitue le postulat implicite de toute leur ontologie, cosmologie et théologie,
comme de toutes les éternes veritates dont il se réclame. Eh bien, ce saut a été fait constamment, de façon implicite et inconsciente. Nous, nous en avoir fait prendre conscience, voilà justement l'immortel exploit de Kant. La manière réaliste de voir les choses qui est la nôtre nous fait donc parvenir de façon inopinée au point de vue objectif pour les grandes découvertes de Kant, et nous arrivons par la voie des considérations empyrophysiologiques au point d'où partent ces considérations critico-transcendantales. Ces dernières, en effet, prennent pour objet ce qui est subjectif et considèrent la conscience comme une donnée. Mais à partir de celle-ci et de sa légalité donnée a priori, elles parviennent à ce résultat que ce qui s'y passe ne peut être que simple phénomène. Nous, au contraire, voyons de notre point de vue réaliste et extérieur, qui considère ce qui est objectif, les êtres naturels comme des données, ce que l'intellect est selon ses buts et ses justes origines, et à quelle classe de phénomène il appartient. Nous reconnaissons ainsi, et dans cette mesure a priori, qu'il doit nécessairement se limiter au phénomène. Ce qui se manifeste en lui ne peut jamais être que déterminé de façon essentiellement subjective, c'est-à-dire un mundus phenomenum, avec l'ordonnance déterminée, elle aussi subjectivement, du nexus de ses parties, mais en aucun cas une connaissance des choses d'après ce qu'elles sont en soi et d'après leur enchaînement en soi. Nous avons en effet rencontré dans l'enchaînement de la nature le pouvoir de connaissance comme un élément relatif dont les affirmations ne sauraient pour cette raison même avoir une valeur absolue. D'après l'étude de la critique de la raison pure, à laquelle notre point de vue est essentiellement étranger, celui qui l'a comprise doit avoir l'impression que la nature a fait intentionnellement de l'intellect un miroir à surprise et joue à cache-cache avec nous. Or nous, en suivant le chemin du réalisme objectif, c'est-à-dire en partant du monde objectif comme donné, nous sommes parvenus au même résultat que Kant obtient par la voie de l'idéalisme subjectif, c'est-à-dire en considérant l'intellect lui-même de la façon dont il constitue la conscience. Et il nous est apparu que le monde, comme représentation, flotte sur cette ligne ténue qui sépare la cause extérieure, motif, de l'effet obtenu, acte de la volonté. Chez les êtres doués de connaissance, animaux, chez lesquels seulement commence la séparation nette entre les deux. Hilares accendet lumina rebus. Tant l'effet sur l'effet, allumons la lumière. Le grand résultat obtenu par Kant ne parvient à sa pleine clarté que grâce à ces deux voies totalement opposées, et sa signification réelle ne s'éclaire qu'en recevant ainsi la lumière de deux côtés. Notre point de vue objectif est un point de vue réaliste et partant limité, dans la mesure où, considérant les êtres naturels comme donnés, il fait abstraction du fait que leur existence objective présuppose un intellect dans lequel ils se trouvent tout d'abord, sous forme de représentation. Mais le point de vue subjectif et idéaliste de Kant est également limité, dans la mesure où il part de l'intelligence qui elle-même présuppose la nature, puisque c'est l'évolution de cette dernière jusqu'au degré de l'existence animale qui conditionne son apparition. Mais le point de vue subjectif et idéaliste de Kant est également limité dans la mesure où il part de l'intelligence qui elle-même présuppose la nature, puisque c'est l'évolution de cette dernière jusqu'au degré de l'existence animale qui conditionne son apparition. En nous en tenant à notre point de vue du réalisme objectif, nous pouvons caractériser également la théorie de Kant de la façon suivante.
Quand il fait chaud, il y a un peu de bruit. Là. Parfois, il y a des bruits dans la maison. C'est pour ça que c'est pas toujours commode. Moi, je resterai, frérot. Donc, on finit sous le ventilo. Non, 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 non. Pas ici, on finit sans le ventilo. S'il y a des bruits chelous dans la maison, bah, il y en aura. En nous en tenant à notre point de vue du réalisme objectif, nous pouvons caractériser également la théorie de Kant de la façon suivante. Après que Locke, pour reconnaître les choses en soi, eut soustrait aux choses comme elles apparaissent la participation des fonctions des sens sous la dénomination des qualités secondaires, Kant, avec une profondeur incomparablement plus grande, leur enleva la participation beaucoup plus importante de la fonction cérébrale, qui justement traite les qualités primaires de Locke. Quant à moi, je n'ai fait que montrer pourquoi les choses doivent être ainsi, en indiquant la place que prend l'intellect dans le cadre de la nature, lorsque, à la démarche réaliste, on fait de l'objectif une donnée. Mais ce faisant, on s'appuie sur la volonté, qui seule est immédiatement consciente, véritable point d'appui de la métaphysique, et qu'on fait d'elle la réalité originelle, dont tout le reste n'est que le phénomène. Ce que je vais dire complète encore ce point de vue. J'ai mentionné ci-dessus que là où il y a connaissance, le motif qui se manifeste comme représentation et l'acte de la volonté qui s'ensuit restent d'autant plus clairement séparés que l'intellect est plus parfait, c'est-à-dire que nous sommes montés haut dans l'échelle des êtres. Cela demande une explication plus précise. Là où c'est encore seulement une simple excitation qui provoque l'activité de la volonté sans parvenir à la représentation, c'est-à-dire chez les plantes, la réception de l'impression n'est pas encore séparée de la détermination qu'elle entraîne. Chez les intelligences animales les plus frustes, les radiaires, les acalèphes, les acéphales, etc., les choses ne se passent que fort peu différemment. L'animal ressent la faim qui éveille son attention. Il aperçoit son butin et le poursuit. Voilà à ce niveau tout le contenu de la conscience. Mais c'est là néanmoins la première ébauche du monde comme représentation, dont l'arrière-plan, c'est-à-dire tout ce qui se situe en dehors du motif directement en cause, demeure encore totalement obscur. En rapport avec cela, les organes des sens sont très imparfaits et incomplets, puisqu'ils n'ont à livrer à un intellect embryonnaire que des données très peu nombreuses. Toutefois, partout où il y a sensibilité, elle s'accompagne déjà d'un entendement, c'est-à-dire du pouvoir de rapporter l'effet subi à une cause extérieure. Sinon, la sensibilité ne serait-ce qu'une chose superflue, source de douleur absurde. À mesure que l'on monte dans la série des êtres animaux, on voit apparaître des sens de plus en plus nombreux et parfaits, jusqu'à ce que tous les 5 soient réunis. C'est le cas de quelques invertébrés, mais en général, cela se passe seulement au niveau des vertébrés. Dans la même proportion, le cerveau se développe ainsi que sa fonction, l'entendement. L'objet apparaît de façon plus nette et plus parfaite, voire déjà dans sa relation avec d'autres objets. Car pour servir la volonté, il faut déjà saisir les rapports entre les objets. C'est par là que le monde de la représentation reçoit une certaine profondeur et une certaine envergure. Mais l'appréhension ne va toujours pas plus loin que ne les exige le service de la volonté. La perception et la sollicitation qu'elle entraîne ne sont pas nettement dissociées.
La perception et la sollicitation qu'elle entraîne ne sont pas nettement dissociées. L'objet n'est saisi que dans la mesure où il est motif. Même les animaux plus intelligents ne voient dans les objets que ce qui les concerne, c'est-à-dire ce qui se rapporte à leur vouloir, ou à la rigueur peut s'y rapporter dans l'avenir. Par exemple, les chats s'efforcent d'acquérir une connaissance précise des conditions locales, et le renard cherche des cachettes pour ses futurs proies. Mais il demeure insensible à tout le reste. Peut-être n'y a-t-il encore aucun animal qui ait saisi du regard le ciel étoilé. Mon chien fit un bond de frayeur la première fois qu'il aperçut par hasard le soleil. Chez les animaux les plus intelligents, dont la formation est encore parfaite par le dressage, on trouve parfois la première. Chez les animaux les plus intelligents, dont la formation est encore parfaite par le dressage, on trouve parfois la première faible trace d'un certain recul dans la perception de l'univers ambiant. Les chiens vont jusqu'à faire comme les badauds. On les voit s'asseoir à la fenêtre et accompagner attentivement du regard tout ce qui passe. Les singes regardent parfois autour d'eux, comme s'ils s'efforçaient de réfléchir sur ce qui les entoure. C'est seulement chez l'homme que s'effectue la séparation nette entre motif et action, représentation et volonté. Mais cela ne supprime pas immédiatement l'esclavage auquel la volonté soumet l'intellect. L'homme du commun ne saisit encore clairement dans les choses que ce qui directement ou indirectement est en rapport avec lui-même, présente un intérêt pour lui. Pour le reste, son intellect devient d'une paresse insurmontable. Cette partie des choses demeure donc à l'arrière-plan et ne parvient pas avec une clarté parfaite à sa conscience. L'étonnement du philosophe et le saisissement de l'artiste devant les phénomènes demeurent éternellement étrangers. Quoi qu'il fasse, au fond pour lui, tout semble aller de soi. La disjonction et la séparation complète de l'intellect et de la volonté, dont l'intellect n'est plus l'esclave, sont le privilège du génie. Comme je l'ai montré en détail dans la partie esthétique de mon ouvrage principal. La génialité, c'est l'objectivité. La pure objectivité et la clarté avec lesquelles les objets se manifestent dans l'intuition, qui est la connaissance fondamentale et la plus riche, sont réellement à tout instant en raison inverse de la part que la volonté prend à ces mêmes objets, et la connaissance sans volonté, Willenloses Erkennen en allemand, la connaissance sans volonté est la condition, que dis-je, l'essence de toute conception esthétique. La pure objectivité et la clarté avec les objets avec lesquels les objets se manifestent dans l'intuition, qui est la connaissance fondamentale et la plus riche, sont réellement à tout instant en raison inverse de la part que la volonté prend à ces mêmes objets. Et la connaissance sans volonté, Willenloses Erkennen, est la condition, que dis-je, l'essence de toute conception esthétique. Pourquoi un peintre sans talent, malgré toute la peine qu'il se donne, représente-t-il si mal le paysage? Parce qu'il ne le voit pas plus beau. Et pourquoi ne le voit-il pas plus beau? Parce que son intellect n'est pas suffisamment dégagé de sa volonté. C'est le degré de cette séparation qui détermine de grandes différences intellectuelles entre les hommes. Car la connaissance est d'autant plus pure, donc d'autant plus objective et juste, qu'elle s'est détachée de la volonté. Comme le meilleur fruit est celui qui ne garde aucun arrière-goût du sol qui l'a nourri.
Ce rapport si important et combien intéressant mérite bien que nous jetions un coup d'œil en arrière sur toute l'échelle des êtres pour le clarifier encore et nous représenter la transition graduelle de ce qui est absolument subjectif jusqu'aux degrés les plus élevés de l'objectivité de l'intellect. En effet, ce qui est absolument subjectif, c'est la nature inorganique. Elle ne contient aucune trace de conscience du monde extérieur. Pierre, roc, glaçons, même s'ils tombent les uns sur les autres, se heurtent tous frottant, n'ont pas conscience les uns des autres et d'un monde extérieur. Toutefois, ils subissent déjà un effet venu du dehors, en vertu duquel leur position et leur mouvement se modifient, et que l'on peut donc considérer comme le premier pas vers la conscience. En ce qui concerne les plantes, bien qu'elles n'aient pas non plus conscience du monde extérieur, et qu'il faille se défigurer cet élément analogue à la conscience qu'elles possèdent comme une obscure jouissance égoïste, nous les voyons toutes rechercher la lumière. Beaucoup d'entre elles tournent quotidiennement vers le soleil leurs fleurs ou leurs feuilles. Les plantes grimpantes rampent vers un tuteur qui ne les touche pas. Enfin, certaines espèces manifestent même une manière d'excitabilité. Il existe donc incontestablement une relation et un rapport entre leur mouvement et leur milieu, même lorsqu'ils ne les touchent pas directement. Nous devons y voir en conséquence un facteur vaguement analogue à la perception. C'est avec le monde animal qu'apparaît pour la première fois une perception nette, c'est-à-dire la conscience d'autres objets, par opposition à la claire conscience de soi qui ne s'éveille que par là même. Voilà en quoi consiste le caractère de l'animalité, au contraire de la nature végétale. Dans les classes animales inférieures, cette conscience du monde extérieur est très limitée et très obscure. À mesure que s'accroît l'intelligence, qui se calque d'ailleurs sur l'accroissement des besoins de l'animal, et ainsi de suite, tout le long de l'échelle, jusqu'à l'homme, chez lequel la conscience du monde extérieur atteint son point culminant, et chez lequel, par conséquent, le monde apparaît avec le plus de netteté et de perfection que partout ailleurs. Je répète, dans les classes animales inférieures, cette conscience du monde extérieur est très limitée et très obscure. Elle devient plus distincte et s'étend davantage à mesure que s'accroît l'intelligence, qui se calque d'ailleurs sur l'accroissement des besoins de l'animal, et ainsi de suite, tout le long de l'échelle, jusqu'à l'homme, chez lequel la conscience du monde extérieur atteint son point culminant. Jusqu'à l'homme chez lequel la conscience du monde extérieur atteint son point culminant. Et chez lequel, par conséquent, le monde apparaît avec plus d'honnêteté et de perfection que partout ailleurs. Mais même à ce niveau, la clarté de la conscience présente des degrés innombrables qui vont de l'imbécile au génie. Même chez les individus normaux, la perception objective des choses porte encore une coloration subjective considérable. La connaissance y est encore manifestement au service exclusif de la volonté. Plus la tête est éminente et plus ce caractère s'estompe. Plus la tête est éminente et plus ce caractère s'estompe. Plus l'objet se détache du sujet. Ainsi, le monde extérieur se manifeste d'une façon plus purement objective, jusqu'à atteindre enfin, dans le génie, la parfaite objectivité. La parfaite objectivité, grâce à laquelle se dégagent des différents objets les idées platoniciennes. Parce que le sujet qui les saisit s'élève jusqu'à devenir sujet pur de la connaissance. Or, comme l'intuition est la base de toute connaissance, une telle différence fondamentale dans sa qualité
fera sentir son influence sur toute pensée et sur toute intelligence. C'est de là que naît la différence courante dans la manière de concevoir les choses entre un cerveau commun et un cerveau imminent que l'on remarque en toute occasion. Gravité obtuse, proche de l'animal, des têtes communes dont la connaissance est asservie à la volonté, par opposition au jeu continuel avec cet excédent de connaissance qui réjouit la conscience des êtres supérieurs. Par opposition au jeu continuel avec cet excédent de connaissance qui réjouit la conscience des êtres supérieurs. C'est en considération des deux extrêmes de cette grande échelle que j'ai décrite. C'est en considération des deux extrêmes de cette grande échelle que j'ai décrite, c'est en considération, des deux extrêmes de cette grande échelle que j'ai décrite, que l'on a vu apparaître en allemand l'expression hyperbolique de Souche, close, appliquée à l'homme, et en anglais celle de blockhead. Et pour finir, les amis, il y a une autre conséquence de cette séparation entre intellect et volonté, et donc entre motif et action, qui n'apparaît clairement que chez l'homme. C'est la fausse apparence d'une liberté dans les différentes actions. Dans le monde inorganique, ce sont des causes. Dans le monde végétal, des excitations qui déterminent les faits. Étant donné la simplicité de la relation causale, il n'existe pas la moindre apparence de liberté. Mais déjà dans la vie animale, ce qui jusqu'alors n'était que cause ou excitation, se manifeste comme motif. Il y a donc un second univers, celui de la représentation. La cause et l'effet ne se trouvent plus sur le même plan. Ainsi, la relation causale entre les deux et avec la nécessité n'est plus aussi évidente. Néanmoins, elle est encore incontestable chez l'animal, dont la représentation uniquement intuitive tient le milieu entre les fonctions organiques déterminées par des excitations et l'action réfléchie de l'homme. L'action de l'animal est immanquable en présence du motif intuitif. L'action de l'animal est immanquable en présence du motif intuitif, à moins qu'un motif contraire aussi intuitif ou le dressage ne vienne s'opposer au premier. Et pourtant, sa représentation est déjà séparée de l'acte de volonté et apparaît pour elle-même dans la conscience. Mais chez l'homme, la représentation s'est élevée jusqu'à devenir concept. C'est tout un monde invisible de pensée qu'il porte dans sa tête, qui lui livre des motifs et des contre-motifs pour son action et le rend indépendant de l'instant et du milieu. Ainsi, pour l'observation extérieure, cette relation n'est plus perceptible. Mais chez l'homme, la représentation s'est élevée jusqu'à devenir concept. Et c'est tout un monde invisible de pensée qu'il porte dans sa tête, qui lui livre des motifs et des contre-motifs pour son action et le rend indépendant de l'instant et du milieu. Ainsi, pour l'observation extérieure, cette relation n'est plus perceptible. Et même pour l'observation intérieure, elle ne l'est que par une réflexion abstraite et longuement mûrie. Ainsi, pour l'observation extérieure, cette relation n'est plus perceptible. Et même pour l'observation intérieure, elle ne l'est que par une réflexion profonde et longuement mûrie. Car pour l'observation extérieure, cette motivation, par concept, imprime à tous ces mouvements le cachet de l'action intentionnelle. Ils acquièrent ainsi un air d'indépendance qui les distingue évidemment de ceux de l'animal, mais qui au fond témoigne seulement du fait que l'homme est porté à l'action par une catégorie de représentation inconnue de l'animal. Et inversement, dans la conscience de soi, si la volonté est reconnue de la manière la plus immédiate, le motif
ne l'est généralement que de façon très indirecte. Car pour l'observation extérieure, cette motivation par concept a prime à tous ces mouvements, le cachet de l'action intentionnelle. Ils acquièrent ainsi un air d'indépendance qui les distingue évidemment de ceux de l'animal, mais qui au fond témoigne seulement du fait que l'homme est porté à l'action par une catégorie de représentation inconnue de l'animal. Et inversement, dans la conscience de soi, si l'acte de volonté est reconnu de la manière la plus immédiate, le motif ne l'est généralement de façon que très indirecte, et se trouve même fréquemment protégé et voilé intentionnellement contre la connaissance de soi. Ce processus, en rejoignant la volonté de cette liberté authentique, qui est celle de la volonté en soi et en dehors du phénomène, donne donc l'illusion que même l'acte de volonté isolé ne dépend de rien, qu'il est libre, c'est-à-dire sans raison. Alors qu'en réalité, pour un caractère donné et un motif reconnu, il se produit avec une nécessité aussi rigoureuse que les transformations dans la mécanique enseignent les lois, et que pour employer l'expression de Kant, si le caractère et le motif étaient exactement connus, on pourrait le calculer aussi sûrement qu'une éclipse de lune, comme il y aura demain, là ce sera de soleil, ou bien pour lui adjoindre une autorité toute hétérogène, celle de Dante, qui est plus ancien que Buridan. Dans Paradis, chapitre 4, peut-être paragraphe 1, en tout cas dans Paradis de Enfer de la Divine Comédie, Paradis 4, entre deux mets, à égale distance et d'égal attrait, un homme libre de choisir mourrait de faim avant d'y porter les dents. Ce processus, en rejoignant la conscience de cette liberté authentique et celle de la volonté en soi et en dehors du phénomène, donne donc l'illusion que même l'acte de volonté isolé ne dépend de rien, qu'il est libre, c'est-à-dire sans raison, alors qu'en réalité, pour un caractère donné, un motif reconnu, il se produit avec une nécessité aussi rigoureuse que les transformations dans la mécanique enseignent les lois, et que pour employer l'expression de Kant, si le caractère et le motif étaient exactement connus, on pourrait le calculer aussi sûrement qu'une éclipse de lune, ou bien pour lui adjoindre une autorité toute hétérogène, celle de Dante, qui est plus ancien que Buridan. Entre deux mets à égale distance et d'égal attrait, un homme libre de choisir mourrait de faim avant d'y porter les dents.